Vous savez sûrement que l'une des théories de la disparition des dinosaures, c'est l'impact qu'il y a eu d'une météorite ou d'un astéroïde sur la planète il y a plus de 65 millions d'années et qui, à son impact, a soulevé tellement de poussière que cela a généré un voile extrêmement opaque dans l'atmosphère, un peu comme une brume épaisse qui a mis des années et des années à se dissiper et à retomber. Un peu comme cette brume qu'on a vue ce matin en Nouvelle-Calédonie, cette brume qui a complètement opacifié le ciel. On voyait à peine la lumière du jour ce matin. Et quand on regardait le sol, il y avait une espèce de couleur un peu orange foncé, voire marron, qui est finalement le résidu des rayons de soleil qui arrivaient difficilement à percer le nuage des fumées d'incendie de l'Australie. Donc l'extinction des dinosaures, comme vous l'avez compris, c'est pas l'impact de la météorite en lui-même, c'est la conséquence de cet impact. Donc le nuage de poussière qui a recouvert la planète entière et qui a bloqué en fait la progression des rayons du soleil dans l'atmosphère. Et ce qui a empêché la lumière d'atteindre le sol. Donc la conséquence du vivant, c'est très simple. Plus de lumière au niveau du sol, donc plus de photosynthèse pour les végétaux, mort des arbres, mort des plantes, mort de toute forme de plantes vivant grâce à la photosynthèse. Ce qui s'ensuit, la mort des herbivores qui se nourrissent de plantes, qui s'ensuit d'un très grand festin des carnivores, puisque tous les herbivores étant morts, vous imaginez la quantité de viande qu'il y avait pendant ces premiers jours, ces premières semaines de cataclysme, puis mort des carnivores à leur tour, parce qu'ils n'avaient plus rien à manger. Bref, pour l'heure, on n'en est pas là, et heureusement, mais je trouve qu'aujourd'hui, c'est une belle journée justement pour faire cette vidéo, pour prendre conscience de la fragilité de notre biotope, de notre milieu de vie, qui peut subir de fortes perturbations à grande échelle, par exemple avec les incendies, comme on a aujourd'hui, et qui en très peu de temps finalement peuvent entraîner à leur tour des fortes perturbations au niveau des écosystèmes. Dernièrement, on a tous vu ces images en feu de l'Amazonie qui sont même visibles depuis les satellites. On a tous entendu parler des forts incendies qui ont lieu actuellement dans certains États aux États-Unis comme la Californie. Et depuis quelques semaines maintenant, c'est au tour de l'Australie. Donc vraiment, la planète est en feu. Et donc on est en 2019 et clairement, moi personnellement, j'ai l'impression que ces incendies sont de plus en plus fréquents, ils sont de plus en plus intenses, ils sont de plus en plus répartis partout sur la planète. C'est vrai qu'il y a un petit côté effrayant quand même. Mais vous me direz, qu'est-ce que nous pouvons faire, nous, pauvres petits êtres humains, pour empêcher ces incendies qui, pour certains, sont d'origine naturelle et qui, pour d'autres, sont d'origine humaine? Eh bien, mis à part arrêter de balancer des mégots de cigarettes depuis sa voiture ou de les jeter en forêt, éviter les feux de camp en période de sécheresse, respecter les interdictions en période de canicule, prévenir les pompiers dès qu'on voit un départ de feu même lointain, participer à des programmes de prévention des incendies dans votre région, dénoncer les pyromanes, vous savez, ces gens qui mettent le feu intentionnellement, arroser autour d'un foyer lorsqu'on fait un feu chez soi ou ailleurs et prévenir avec un moyen de lutte comme par exemple un tuyau d'arrosage à proximité. Éviter l'écobuage ou le débroussaillage par le feu ou encore voter pour des élus qui ont peut-être un programme de prévention de lutte contre les incendies de forêt. C'est vrai qu'à part tout ça, on ne peut pas faire grand-chose. Pour autant, il est tout à fait possible à l'échelle de l'individu, à l'échelle de notre propre personne, de prendre conscience de l'impact qu'on a, incendie mis à part, sur l'ensemble des autres pollutions, des autres polluants, des autres émissions de polluants atmosphériques que l'on génère de par notre activité au quotidien. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est de se poser la question de comment peut-on réduire les quantités d'émissions de polluants atmosphériques que l'on génère au quotidien. Et c'est précisément ce que nous allons voir dans cette vidéo. C'est la nuit, mais c'est pas grave, on continue quand même. Avant d'aller plus loin, quelques rappels de base. L'homme respire chaque jour en moyenne 15 mètres cubes d'air, c'est-à-dire 15 000 litres d'air, ce qui est énorme, ce qui est considérable. Imaginez 1 litre, ce que ça représente. Voilà, ça fait 15 000 litres d'air tous les jours qui transitent à l'intérieur de nos poumons. Le dioxygène de l'air est présent à hauteur de 21% dans notre atmosphère, dans l'air qu'on respire au quotidien. Sans oxygène, on va tous mourir soit en quelques secondes, soit en quelques minutes, tout dépendra de votre niveau d'apnée. La pollution atmosphérique, c'est seulement une partie des 1% des autres gaz de l'atmosphère qui ne constituent pas le dioxygène ou le diazote. Donc c'est vraiment une très faible partie, mais qui sont responsables de toutes les conséquences liées aux pollutions atmosphériques. La pollution atmosphérique a été classée cancérogène pour l'homme par l'Organisation mondiale de la santé. Et enfin, la pollution de l'air est responsable de grandes maladies. Et pour ça, je vais reprendre mes notes parce que la liste est longue, notamment l'asthme, certains cancers du poumon notamment,
des insuffisances respiratoires, mais aussi elles constituent une cause de troubles et de symptômes comme des irritations des voies respiratoires, des picotements des yeux, des allergies, de la toux à répétition, des éternuements. Elle aggrave en général fortement les maladies de type bronchite. Elle peut également être responsable des bronchites chroniques, c'est-à-dire des bronchites à répétition, mais aussi être source d'accumulation de métaux comme le plomb, le cadmium, le mercure dans le corps humain, si ces métaux se retrouvent en grande quantité dans des particules qui sont présentes dans l'atmosphère, qui sont émises par les industries et le transport routier notamment, et qui provoquent des graves maladies liées aux métaux dans l'organisme. Alors quelles sont les différentes familles, les différents types de pollution atmosphérique? Pareil, je vais reprendre mes notes parce que la liste est très longue et je ne voudrais surtout pas en oublier. On peut citer la famille des poussières, des microparticules, notamment les PM10, c'est-à-dire les poussières dont la taille est inférieure à 10 micromètres, sachant qu'un cheveu, là vous voyez, un cheveu, ça fait à peu près 100 à 150 micromètres. Imaginez la taille d'une poussière fine de 10 micromètres, elle est complètement invisible à l'œil nu, c'est pourtant elles qui sont responsables de la plupart des grandes maladies qu'on a citées auparavant, puisque ces poussières vont rentrer profondément dans l'arbre respiratoire jusqu'au fond, jusqu'aux alvéoles pulmonaires, et pour les plus fines vont pouvoir passer dans le sang. Donc ces particules sont émises par exemple les pots d'échappement des véhicules, l'activité industrielle. On peut citer également la famille des oxydes d'azote. Le dioxyde d'azote, par exemple, le monoxyde d'azote, émis par les pots d'échappement des véhicules, également par l'activité industrielle notamment. On peut citer l'ozone qui se crée en période estivale dans les villes et qui est un polluant très irritant. Donc rien à voir avec la couche d'ozone qui se trouve en haute atmosphère et qui nous protège des rayonnements solaires et heureusement qu'elle est là. Là, c'est bien l'ozone qui est créé au niveau des villes et qui va être respiré par les habitants. On peut citer également le carbone suie, le black carbon. C'est la poussière noire et grasse issue de la combustion de matières fossiles, comme le fioul lourd ou le charbon par exemple. Également le dioxyde de soufre, responsable des pluies acides et de la destruction des forêts qui les subissent. On peut également citer tout un tas de polluants particulaires ou gazeux, comme le benzène, présent par exemple dans les vapeurs d'essence, les HAP, les hydrocarbures aromatiques polycycliques issus de l'activité industrielle, également des feux de bois. On peut citer les dioxines et les furanes, qu'on peut retrouver lors de la combustion des déchets par exemple. Les pesticides qui sont émis par l'agriculture et qui sont notamment respirés par les riverains des cultures. Tous ces polluants, alors je ne les ai pas tous cités, il y en a encore des tas d'autres, ils sont en majeure partie émis par l'activité industrielle, le secteur des transports routiers, le résidentiel tertiaire. C'est un secteur qui caractérise des activités qu'on a nous en tant que population, par exemple le chauffage ou quand on cuisine, et également le secteur de l'agriculture. Ces fameux secteurs émetteurs de polluants atmosphériques, on les retrouve ici. Donc ça, c'est un diagramme édité par l'organisme qui réalise les inventaires d'émissions de polluants atmosphériques à l'échelle nationale. Donc c'est le CITEPA. Et on voit bien que sur ce dernier inventaire, donc ça, il s'agit des poussières PM10, que la majeure partie des poussières PM10 sont émises à hauteur de 33% donc, par le secteur résidentiel tertiaire, suivi de l'industrie manufacturière à hauteur de 31% et aussi de l'agriculture, sylviculture à hauteur de 21% et enfin les transports avec 14%. Donc vous me direz, à notre niveau, nous en tant que petit être humain, sur quel secteur on peut agir? Donc il y a deux grands secteurs, il y a le résidentiel tertiaire, c'est tout ce qui va concerner l'émission liée à votre maison, à votre mode de vie. Et il y a aussi le transport, puisqu'on a tous des voitures quasiment. Et on peut émettre plus ou moins d'émissions de polluants en fonction du mode de transport qu'on va choisir. Avant d'aller plus loin dans cette vidéo, il me semble important de partager avec vous des actions que j'ai pu identifier qui vous permettront de réduire votre exposition à la pollution. En gros, c'est préserver votre santé, ne pas être trop exposé à cette pollution atmosphérique et notamment protéger la santé des enfants. Donc premier type d'action, c'est au niveau du transport. Alors si vous avez le choix, donc je reprends mes notes pour ne rien oublier, évitez d'habiter dans des logements situés au bord des axes routiers, puisque au bord des axes routiers, il faut savoir que la pollution émise, elle est inversement proportionnelle à la distance par rapport à l'axe routier, c'est-à-dire que l'émission de polluants elle est maximale au centre de la route et elle va comme ça réduire
très rapidement, et plus on s'éloigne de la route, plus elle va réduire rapidement. Donc l'idée, c'est de ne pas habiter à côté d'un axe routier important. Moi, ce que je préconise à titre personnel, c'est d'essayer d'habiter à une distance d'au moins 50 mètres d'un grand axe de circulation, et dans l'idéal, à une distance d'au moins 100 mètres. Donc je précise que ces distances ne font pas l'objet d'une quelconque norme ou réglementation, c'est simplement le fruit de mon expérience depuis une dizaine d'années maintenant que je travaille dans le domaine de la qualité de l'air. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire au niveau des transports et des embouteillages notamment? Alors les embouteillages, une chose que vous pouvez faire, c'est de fermer les vitres de la voiture avant d'arriver au niveau de l'embouteillage. Et je dis bien avant, parce que si vous fermez la voiture dès que vous êtes dans l'embouteillage, vous allez faire rentrer la pollution et vous allez vous enfermer avec la pollution. Ce qu'il faut faire, c'est avant d'arriver dans l'embouteillage, vous fermez les vitres et vous mettez la position de ventilation en mode régénération d'air. Vous savez, ce petit bouton là qui permet de faire circuler l'air uniquement de l'intérieur de l'habitacle et d'éviter les apports extérieurs. De cette manière-là, vous n'êtes pas impacté par la pollution de l'air extérieur et vous pouvez rouvrir les vitres dès que vous sortez de l'embouteillage. Ne pas faire de sport au bord des grands axes routiers. On voit encore des personnes qui font des footings au bord des autoroutes. Il ne faut surtout pas faire ça au bord des axes routiers. C'est là où il y a le plus grand taux de pollution en fait, en principe dans les villes. Donc plutôt essayer d'aller courir dans les parcs, ça vaudra beaucoup mieux. Essayez de fuir tant que faire se peut les zones où il y a la présence d'émetteurs importants, comme par exemple une raffinerie de pétrole ou une usine chimique par exemple. L'idéal, c'est d'essayer de s'en éloigner le plus possible de plusieurs dizaines de kilomètres, si possible. Bien aérer la maison, car la pollution de l'atmosphère vient aussi de l'intérieur, c'est l'air intérieur de nos maisons, puisque vous savez que nos produits d'entretien émettent des polluants. Il y a aussi des polluants qui sont émis par le mobilier neuf, notamment les peintures. Il y a tout un tas d'émissions qui sont liées aux matériaux de la maison. Même si les normes des matériaux et du mobilier se sont améliorées ces dernières années, c'est important de bien aérer tous les jours votre maison. Installer une ventilation double flux, c'est-à-dire une VMC qui va à la fois faire sortir l'air intérieur de la maison et faire rentrer. Donc il y a deux conduits, un qui fait rentrer l'air, un qui fait sortir l'air, ce qui va assurer une bonne partie du renouvellement de l'air à l'intérieur de votre logement. Bannir le tabac complètement et surtout en intérieur. Je ferai prochainement une vidéo sur la méthode qui m'a permis d'arrêter de fumer durablement et sans effort depuis des années. Passons maintenant aux actions que l'on peut mettre en place dans notre vie quotidienne pour réduire nos émissions de polluants atmosphériques. Alors je vais commencer par les transports. Les transports, puisque c'est vrai que souvent on prend notre voiture ou d'autres types de transports. Alors la première chose, c'est d'éviter de prendre la voiture, ça c'est la première chose. Si on peut prendre les transports en commun, le vélo ou faire du covoiturage, ça c'est l'idéal, car ceci va limiter le nombre de pots d'échappement en circulation. Si vous utilisez tout de même une voiture, évitez les voitures diesel, puisque les voitures diesel, c'est celles qui vont émettre les micro-particules diesel, qui sont justement parmi les plus toxiques pour la santé et qui encrassent véritablement nos poumons. Faites des révisions régulières de vos véhicules parce qu'on le sait, une voiture qui est bien entretenue, elle va forcément moins polluer. Évitez les accélérations brutales en voiture, car quand vous accélérez brutalement, contrairement à une conduite plutôt souple, on va accélérer tranquille, vous pouvez multiplier par 10 vos émissions de polluants. Pour les propriétaires de leur logement, équipez-vous de panneaux solaires sur votre maison parce que, par exemple, ici en Calédonie, la production d'électricité est produite par des unités qui consomment des matières fossiles comme du fioul ou du charbon. Donc, si l'on produit notre propre électricité avec des panneaux solaires, on réduit automatiquement nos émissions de polluants. Idem, équipez-vous de chauffe-eau solaire, même principe. Isolez votre logement avec des matériaux d'isolation pour la toiture, les murs et les combles. Et également, installer du double vitrage. Pour cela, vous pouvez bénéficier d'aides financières dans votre région, donc profitez-en. J'ai aussi appris qu'en Allemagne, maintenant, la norme est au triple vitrage. Donc, ce n'est pas 2 vitres, maintenant 3 vitres. Ça veut dire que vos échanges thermiques au niveau des vitres est quasiment réduit à 0. Ça montre aussi l'importance qu'il y a à bien isoler les logements. Donc si vous ne comprenez pas le lien qu'il y a entre une bonne isolation du logement et des émissions de polluants atmosphériques, prenons un exemple. Imaginons que vous avez une maison qui est très mal isolée. Du coup, elle laisse rentrer le froid l'hiver, du coup vous avez froid. Et admettons que vous avez un chauffage avec une chaudière au fioul ou au gaz. Donc automatiquement, votre
consommation de fuel ou de gaz va exploser. Donc clairement, si vous isolez votre maison, votre appartement, vous allez réduire considérablement votre consommation de fuel ou de gaz et vous allez donc réduire automatiquement vos émissions de polluants atmosphériques. Certains vont me dire, je me chauffe à l'électrique, je ne suis pas concerné. Faux, faux et très faux. Même si l'électricité en France est produite majoritairement par les centrales nucléaires, le nucléaire reste quelque chose de très polluant pour l'environnement, sans parler des risques que cela comporte pour la santé. Pour le chauffage au bois, essayez d'installer des inserts qui vont réduire les émissions de polluants atmosphériques. Alors je ne connais pas du tout cette problématique, mais je sais qu'il y a aujourd'hui des technologies qui permettent de réduire les émissions des fumées de feux de bois au niveau des cheminées. À la maison, passez au barbecue solaire, laissez tomber les barbecues au bois, au charbon, au gaz. Le barbecue solaire, ça marche du feu de Dieu, c'est sans émission, c'est sans combustion et c'est vraiment super fun de pouvoir cuisiner justement juste avec de l'énergie solaire. Je vous mets un ou deux liens de barbecue solaire en descriptif de cette vidéo. Voilà, cette vidéo n'est pas du tout exhaustive. On pourrait citer tout un tas d'autres actions préventives. Ah putain. N'hésitez pas à partager en commentaire de la vidéo vos idées pour réduire l'exposition de chacun à la pollution atmosphérique et aussi réduire notre impact, nos émissions que nous produisons, nous, en tant que petits individus. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et surtout,